c'est plus du domaine du raisonnement, c'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de la foi. L'intervention étatique est bonne en elle-même. Sans l'État, il n'y aurait pas de croissance. C'est l'État qui crée la croissance. C'est pas l'entrepreneur, c'est l'État. Donc vous remarquerez que toutes ces relances sont toujours favorables aux grands groupes, mais jamais au gars qui est charpentier en Corrèze. Quoi. Oui, mais l'euro monte. Ah ben ça, l'euro monte parce que... Vous savez, c'est terrible parce que si on vous regardez le dollar et l'euro, vous regardez l'aveugle et le paralytique, quoi. Vous dites... il y en a un qui monte par rapport à l'autre, ou qui baisse par rapport à l'autre. Je voulais vous questionner aujourd'hui sur le plan de relance là qu'on a eu notamment, parce que j'ai passé un peu de temps à bouquiner ce qu'il y avait dedans et j'ai été... Je dois dire que j'ai pas fait cet effort, moi. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait en gros la moitié, c'était du soutien, donc subvention, chômage partiel, transformation des crédits aux entreprises en crédits de long terme, puisque c'est du court terme, le PGE, voilà, du soutien quoi, parce qu'on veut pas laisser les entreprises crever tout de suite. Voilà. Donc elles creveront demain. En tout cas, c'est du soutien, c'est pas de la relance. Voilà. Et puis l'autre partie, ce qui m'a plus surpris, c'est que pour moi, c'était du financement de la dépense courante. C'est-à-dire que quand on imagine relance, si on se lance dans le truc, quoi, on imagine un bond en avant ou du moins qu'on finance. Quelques idées. Voilà, des idées. Et en fait, j'ai vu quoi la rénovation thermique des bâtiments. Ça fait 10 ans qu'on en parle, on sait faire, on l'a jamais fait, et puis on saupoudre. J'ai vu de la réfection de bâtiments publics, de l'achat d'ordinateurs pour des fonctionnaires, un réseau de flotte pété en Guyane qu'on rénove. Mais ça, c'est de la dépense courante. Enfin, c'est de la dépense, ça n'a rien de neuf, ça n'a rien de... Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train, avec ce plan de relance, de faire passer à Bruxelles tout ce qu'on ne sait pas faire passer dans le déficit pour pas se faire taper sur les doigts en disant oh, « c'est la photo Covid ». Est-ce qu'on n'est pas en train... Parce que tout le monde dit, mais ils viennent d'où ces milliards? Ils viennent de la planche à billets, quoi, c'est tout. Et qu'au final... on est en train de confondre, encore une fois, on en a souvent discuté dans le passé, la différence entre la création de richesse et la création de monnaie. Ben là, on est en train de créer plein de monnaies, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a de l'autre côté, il va y avoir de la création de richesse. Mais il n'y en aura pas, puisque c'est de la dépense courante. Puis des trucs qui servent à rien. Je veux dire, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais très jeune, il y avait un de mes associés qui était... dont le père était inspecteur général des finances. Très éminent. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'était pas de sa faute, on n'est pas responsable de ses parents. Mais enfin, il avait été chargé par le gouvernement français de l'époque, qui était Giscard, si mes souvenirs sont bons, de faire une étude sur l'effet des plans de relance sur l'économie française que la France avait déjà fait. Bon. Il avait rendu un très beau rapport. Et j'avais lu le rapport et je lui avais dit, mais c'est marrant, vous manifestez pas le moindre intérêt pour les effets sur la balance extérieure du plan de relance qu'on avait fait. Parce que les plans de relance avec Giscard, ça a fait la fortune de l'Allemagne. Parce qu'on mettait plein de pognon dans le système et les gens ils s'achetaient des bagnoles allemandes parce que du coup, comme on avait maintenu le taux de change fixe avec l'Allemagne, c'était génial, on pouvait acheter le prix d'une BMW pour le prix d'une Renault, quoi. C'était vachement bien, quoi. Alors il me regarde et il me dit, ah mais j'y avais pas pensé. Donc, j'ai entendu M. Le Maire, il disait, il faut que les Français consomment. Or, j'ai cru comprendre en étant à la radio, etc., que les Français en produisaient plus grand-chose. Donc, si les Français consomment, ils vont se mettre à consommer des bidules, des machins, des voitures, des... Pas cher. Pas cher. Et ils ne seront pas faits chez nous. Donc, le seul effet du plan de relance tel que le préconise M. Le Maire, après 25 plans de relance similaires, où ils n'ont jamais rien appris, ça va être de faire la fortune de l'Allemagne, de la Hongrie, de tous les pays qui produisent. Et nous, on va se retrouver le bec dans l'eau. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de croyance enfantine dans le fait de l'économie keynésienne, du multiplicateur keynésien. Vous dépensez du pognon et puis vous en touchez 3 fois plus après. Ça fait 25 ans que le multiplicateur keynésien est négatif. Négatif? Oui. Par exemple, aux États-Unis, il l'est depuis 10 ans. Et les gens continuent à vous sortir les mêmes bêtises. Donc, c'est plus du domaine du raisonnement, c'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de la foi. L'intervention étatique est bonne en elle-même. Sans l'État, il n'y aurait pas de croissance.
C'est l'État qui crée la croissance. C'est pas l'entrepreneur, c'est l'État. Donc vous remarquerez que toutes ces relances sont toujours favorables aux grands groupes, mais jamais au gars qui est charpentier en Corrèze, quoi. Et en fait, c'est là où... Est-ce qu'on peut dire, puisque tout le monde dit en ce moment, ouais, mais des milliards, en fait, il y en a, et il y en a puisqu'on les trouve, alors qu'avant, il y a quelque chose de très malsain, on expliquait aux gens qu'il fallait payer des impôts, qu'il fallait bosser, qu'il fallait économiser, enfin ça on le dit, maintenant on dit qu'il faut dépenser, mais... Et que c'est en travaillant qu'on crée de la richesse. Et aujourd'hui, on est capable de dire, bah allez hop, avec le Covid, on doit, même rien qu'en France, on compte en centaines de milliards. Ah oui. Comment est-ce qu'on... Je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils vont dire, bah les impôts, vous avez qu'à les payer en imprimant de l'argent. C'est l'idée même de la nouvelle monetary theory, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir d'impôts, il suffit que l'État imprime en proportion de c'est la grande idée. C'est déjà l'idée qu'avait eu John Law et qui a amené la France à la ruine, si vous voulez. Monsieur vieux comme les rues, il n'y a rien de neuf. Ça s'est fait dans la Chine, il y a la première expérience de papier monétaire, je crois que ça a dû être fait en Chine il y a 1100 ans, quelque chose comme ça. Oui, mais l'euro monte. Ah ça l'euro monte parce que... Donc c'est-à-dire que notre papier imprimé, on peut acheter plus de choses à l'étranger aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est beaucoup monté contre les monnaies asiatiques, par exemple. Le dollar, il y a eu... maintenant, les gens se disent avec le dollar, je vais peut-être m'alléger un petit peu parce qu'il y a des élections, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, c'est terrible parce que si vous regardez le dollar et l'euro, vous regardez l'aveugle et le paralytique, quoi. Vous dites... il y en a un qui monte par rapport à l'autre, ou qui baisse par rapport à l'autre. Ça veut rien dire. Je vois beaucoup d'analyses passer sur la chute du dollar. Certains voient même la perte du statut de réserve internationale du dollar se profiler à l'horizon. Toutefois, il faut rester assez serein face au sujet des grandes monnaies, car il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, il faut toujours se rappeler qu'une monnaie ne peut baisser ou monter que par rapport à une autre. Donc, si vous regardez la monnaie d'une petite ou moyenne puissance, oui, vous pouvez constater de fortes évolutions. C'est le cas de la monnaie de l'Argentine ou du Venezuela qui ne cesse de s'effondrer. Mais c'est aussi le cas de la livre turque qui passe un très mauvais moment depuis quelques années. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo en août 2018 pour prévenir de l'effondrement de la livre turque. L'avenir ne nous a pas démenti. Ensuite, si vous regardez les monnaies fortes que sont le dollar, l'euro, la livre sterling, le yuan et le yen, tout devient plus compliqué car ce sont à la fois des monnaies qui varient les unes par rapport aux autres, mais ce sont aussi des étalons pour mesurer la valeur des monnaies dans le monde. Chacune d'entre elles ont leurs propres caractéristiques bien sûr, mais elles évoluent toutes sur la durée et plutôt lentement. Le dollar est une valeur refuge qui monte en temps de crise. C'est le marché monétaire le plus profond. Comme le dit Olivier Delamarche, si je veux placer 10 milliards en zone de sécurité sans faire bouger les cours en moins de 10 secondes, il n'y a que le dollar qui peut m'offrir cette possibilité. Le yen est une monnaie qui se renforce en temps de crise, mais pour des raisons différentes du dollar. Le Japon est un pays qui investit énormément à l'étranger, ce qui a pour effet d'envoyer des yens à l'étranger. Lorsqu'une crise arrive, les Japonais arrêtent d'investir. Il y a donc moins de yens sur le marché international et le yen monte. La livre sterling, quant à elle, est une valeur sûre car elle incarne le respect du droit de la propriété. Lorsque vous achetez la monnaie de la reine d'Angleterre, vous placez votre argent dans la monnaie d'un État qui respectera votre droit de propriété. Par ailleurs, c'est une monnaie qui a de l'avenir car la Grande-Bretagne sera bientôt sortie des affres de l'Union européenne. Enfin, le yuan représente l'avenir. L'Asie est le seul continent qui héberge une puissance internationale en expansion, la Chine. Par ailleurs, comme on sait que la Chine accumule des stocks d'or considérables, nous savons que la Chine ambitionne un yuan fort lorsque son marché intérieur et régional sera suffisamment robuste. Et nous y sommes bientôt car la Chine progresse à grands pas. En ce qui concerne l'euro, c'est une sorte de ventre mou qui regroupe de nombreux pays avec un fort pouvoir d'achat. L'euro permet aux pays du Nord de booster leurs exportations et il porte aussi un certain nombre d'espoirs sur une évolution fédérale de ce qui est simplement aujourd'hui un grand marché commun. Bien sûr, je ne suis pas spécialement optimiste sur l'euro, car le risque d'une implosion reste très grande.
Je vous raconte tout cela pour vous montrer qu'une monnaie correspond à une politique. Garder du cash, que ce soit dans sa monnaie nationale ou dans des devises, n'est pas un investissement, car le cash ne rapporte rien, surtout quand les taux sont à zéro. Par contre, dans les moments d'incertitude, avoir du cash permet de ne pas insulter l'avenir et de pouvoir rebondir lorsqu'une crise se manifeste. C'est pour cette raison que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous propose un panier de devises pour abriter votre cash dans une banque étrangère qui ne risque pas de vous prendre de l'argent si l'État le décide. Bien sûr, ouvrir un compte dans une banque étrangère est légal tant que vous le déclarez et je vous explique aussi comment faire. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Ça veut rien dire. Vous gardez des dollars là pour l'instant. Bon, non, j'ai plutôt tendance à mettre en dollars canadiens parce que vous pouvez acheter plein de trucs au Canada. Ouais, je veux dire, il y a des terrains, il y a des... Vous pouvez acheter des champs, vous pouvez... C'est bien le Canada, puis c'est un pays un peu plus paisible où ils se mettent pas trop sur la gueule, quoi. C'est pas... Moi, aujourd'hui, j'ai tendance à passer du dollar américain au dollar canadien. Mais c'est vraiment... Ce que je dis aux gens, c'est faites très attention. Une monnaie, c'est quand même quelque chose qui baisse tout le temps en pouvoir d'achat, puisque l'inflation n'est pas négative. Bon. Donc vous êtes au-dessus de chaque monnaie, il y a un parachute. Donc celle qui a un grand parachute, elle baisse moins vite que celle qui a un petit parachute. Et donc vous avez l'impression que celle qui a un petit parachute, que celle qui a un gros parachute monte. Elle monte pas. Elle baisse moins vite. Elle tombe moins vite. Ouais. Elle tombe moins vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas se laisser aller à mesurer la vitesse relative des uns par rapport aux autres quand vous avez deux monnaies sans parachute, quoi. Dans tous les cas, le sol se rapproche. Voilà. Vous avez deux monnaies sans parachute, les États-Unis et les États-Unis. Donc il y en a une qui attrape un petit courant, ça monte, un autre qui va attraper le courant la semaine prochaine, ça baissera, mais ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, ce qu'on est en train de dépenser en milliards, est-ce que c'est pas la crédibilité de la monnaie? Mais bien sûr, tout ce qu'on est en train de faire, c'est en train de foutre en l'air la crédibilité de notre monnaie. Puis quand on n'en aura plus, à ce moment-là, l'étape suivante, ce sera le contrôle d'échange. Ils vous diront, oh ben non, vous n'avez pas le droit de sortir votre monnaie de France. Donc c'est pour ça que si vous avez envie, vous avez quelques économies, il vaut mieux les mettre dehors avant, quand c'est encore permis. Oui, bah, notamment dans la lettre qu'on rédige, là, j'ai trouvé une banque en Suisse où parce que tout le monde dit à chaque fois que je dis banque en Suisse, les gens ils me disent ouais, mais c'est illégal, c'est pour planquer du pognon. Je dis non, vous avez un compte courant en Suisse, vous le déclarez aux impôts, il y a un petit formulaire gentil, et voilà, vous dites et vous avez du franc suisse sur un compte en Suisse et puis terminé, ou de n'importe quelle autre monnaie d'ailleurs. N'importe quelle autre monnaie. Mais en Suisse. Mais en Suisse. C'est-à-dire que vous pourrez. Vous échappez au contrôle d'échange. Vous aurez travaillé à l'argent et ce sera très bien. Parce que si vous voulez, contrôle des prix et contrôle d'échange, c'est l'étape suivante. Bon, les loyers, ça va commencer. Ça a déjà commencé aux États-Unis, ils ont interdit, je crois, je crois même en France, maintenant, on n'a plus le droit d'expulser les gens, je crois. Vous avez sympa sur les pauvres gars qui ont été prendre leurs vacances dans leur maison et qui se sont rendus compte qu'il y avait des squatteurs. On leur a pris leur maison, ils ne peuvent pas retourner, c'était leur maison. Ils ne peuvent pas y retourner parce qu'il y avait des squatteurs. Ouais. Donc le droit de propriété en France... C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des actifs en dehors. Il fait très bon vivre en France, mais garder trop grosse partie de ses actifs en France, c'est peut-être pas raisonnable. Enfin, je voulais poser une question sur le dollar. Quel est l'avenir du dollar en fait en tant que monnaie aujourd'hui? On voit le dollar s'effondrer, il y en a plein qui commencent à sonner le glas du dollar. Non, mais si vous voulez, c'est très difficile. Je vais vous expliquer, parce que mettons que le dollar s'effondre. À ce moment-là, vous êtes, je sais pas où, n'importe où en Asie, au Moyen-Orient et tout. Il y a toute une série d'actifs cotés en dollars qui vont vous intéresser d'un seul coup. Vous allez pouvoir se payer l'appartement à Miami dont vous avez toujours rêvé, sur la plage, etc. Donc, quand dans un pays, une monnaie est la contrepartie d'une nation, et que cette nation a un système juridique qui est à peu près stable et des actifs très désirables, un ranch de 5000 hectares dans le Nevada, où vous avez vos chevaux, vous savez, des trucs sympas, ça. À ce moment-là, même s'il y a des déficits extérieurs importants, même s'il y a de l'inflation, il y aura de l'argent qui rentrera pour acheter ces actifs, et qui empêchera la monnaie d'aller à zéro. Ce que je veux dire par là, c'est que le dollar, c'est la monnaie d'une nation.
Cette nation, elle ne va pas disparaître la semaine prochaine. Hein, et c'est une nation qui a quand même 250 ans d'âge, ce qui n'est pas rien, de nos jours. Et donc, pour moi, un écroulement total du dollar me paraît très peu probable. Une baisse probable, mais ensuite, ça rebondira, parce que vous avez des actifs derrière. L'euro, il n'y a pas de nation derrière. Il n'y a pas de ministère des Finances, il n'y a pas de possibilité de lever des impôts, il n'y a rien du tout. Donc, l'euro peut disparaître, tout le monde s'en fout. Je veux dire, il y aura d'autres monnaies qui naîtront à la place. Mais quand vous aurez des euros, des obligations en euros sur, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça vaut, qui les paiera, qui est responsable, Donc, s'il y a une monnaie qui peut aller à zéro, qui peut disparaître complètement, c'est l'euro. Parce qu'il n'y a pas... Derrière chaque monnaie, il y a une nation. Derrière l'euro, il n'y a pas de nation, il y a un traité. Donc pour moi, la monnaie qui va aller à zéro, c'est l'euro, c'est pas le dollar. Philosophiquement, quoi, c'est même pas possible. En fait, la question, c'est est-ce que les États-Unis sont pas en train de laisser filer leur monnaie pour stimuler leurs entreprises? Parce qu'en les États-Unis, ils ont décidé qu'ils voulaient plus être la monnaie de réserve du monde parce que ça ruinait leur entreprise. Donc ils vont verser la monnaie, ils vont faire baisser leur monnaie jusqu'au moment où ils seront concurrents pour servir le marché américain, et puis c'est tout, ils seront très contents. Ils vont faire ce qu'ils ont fait dans tout le 19e siècle, au plus grand profit des États-Unis. Ben voilà, c'est tout. Mais par contre, tout l'appareil industriel qui a été bâti en dehors des États-Unis pour servir la demande américaine, si vous voulez, les multinationales, etc., ça vaut rien. Puisque le but des États-Unis maintenant, c'est de ramener la valeur à zéro. Vous voyez, toutes les usines qui ont été faites en Allemagne pour faire des bagnoles qu'on va exporter aux États-Unis, maintenant les Américains disent ou vous foutez votre usine de bagnoles aux États-Unis ou vous ne nous en vendrez pas. Hein. On n'a rien contre vous. Hein. Maintenant, les BMW, elles doivent être faites dans le sud des États-Unis, pas dans le sud de l'Allemagne. Et ça, c'est constant, que ce soit Biden ou Trump Ah oui, ça, je suis parti, je crois. Ouais. Ça, le coup est parti, le coup est inarrêtable. Là. Donc, c'est un peu... Mais ce que j'essaye de dire dans toutes ces réunions qu'on a depuis un petit moment, c'est que l'ordre établi qui a commencé après 1945... l'ordre de l'OTAN, de l'ONU, tout ça. Multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est fini. Ça explose. On est en train de passer dans un monde nouveau. Donc il faut avoir la qualité première qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est la capacité de changer de pied, quoi. Ah bon, ça se passe comme ça. Vous passez ailleurs, quoi. Celui qui est bloqué dans des situations dont il ne peut pas sortir, dans une position qu'il ne peut pas sortir, celui-là, il est mort. Il y a une prime qui va monter à la flexibilité gigantesque. Ouais, donc maintenant, il ne faut pas surpondérer le dollar par rapport aux autres monnaies, en fait. Il faut laisser tomber cette vieille idée. Parce que c'est quand même le marché monétaire le plus profond, le dollar. Mais tout à fait. Donc en cas de crise, il est quand même voué à monter. Il est voué, en cas de crise, il y a beaucoup de gens qui l'ont emprunté, donc ils seront obligés de galoper derrière pour le faire monter et tout. Mais la volonté politique des États-Unis, c'est que de retransformer les États-Unis en un centre de production manufacturière. Donc il faut sortir du dollar... Gentiment, quoi. Gentiment. Vous allez le coller dans un endroit où vous êtes payé, quoi. Le dollar vous paye plus rien, comme ça ils vous disent je veux pas de vous. Donc il y a des gens qui vous disent moi je veux de vous, et qui ont l'air sérieux, comme les Chinois. Hop, vous leur filez votre pognon, quoi. Moi c'est toujours ça. Il faut jamais prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Hein, Proverbe de banquier. Première règle du banquier, c'est surtout pas prêter à celui qui en a besoin. La Chine n'a pas besoin d'argent, donc voilà mon épargne. C'est simple. Hein. Merci. Merci beaucoup. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.